Ça, c'est une photo qui est prise en 1944. Ça, c'est mon frère aîné. Et ça, c'était le jour de son mariage. Voilà, ma mère, elle était là. Et moi, quand je regarde cette photo-là, je vois la mère de maman, elle est là. Moi, j'étais dedans. Elle était enceinte pendant 3 mois. Tu t'imagines quelle histoire, ça se voit. Moi, quand je regarde toujours cette photo, je dis, elle me parle. Et je regarde comme ça, elle me parle. Chaque jour, je viens le matin et voilà maman qui me parle. Ça, je le sens. C'est notre famille. J'ai 9 oncles. Tu t'imagines une famille que seulement la grand-mère, elle est là. Et j'ai 9 oncles. Et maintenant, tu t'imagines combien j'ai de premiers cousins de ces 9 oncles. Ça, c'était en 44 et puis en 44. C'est plus ou moins, c'est très intéressant de voir ici qu'il n'y avait pas de voile. On est des musulmans, c'est une famille musulmane. On est venu ici dans la Terre Sainte avant 7 siècles. Et ça se voit. On était des musulmans il y a déjà 7 siècles. Et ça se voit déjà, on trouve aucune femme avec la voile. Ça veut dire l'islam, il est là, c'est vrai, on dit, il y a des musulmans qui sont des terroristes, mais l'islam, c'est pas des terroristes. Moi, je crois que c'est seulement, maintenant, c'est comme on dit à la mode. Voilà, ça c'est le photo de notre famille ici. Moi, je suis né en 44. Avant, ma mère était enceinte 3 mois. Et le Nakba, c'était en 48. On était dans le German Colony. German Colony. German Colony, on a à côté, en arabe, on dit Ba'adata. People, les Palestiniens, tout le monde connaît ce que ça veut dire Ba'adata. Pour les autres gens, German Colony, c'est comme on dit ici, à 200 mètres des escaliers en bas. C'est deux, comme on dit, neighborhood, deux voisins. Un rue, il y avait entre German Colony, madame, et le Ba'atat. C'est seulement une petite rue de 10 mètres, c'est tout. Quand on parle de Nakbe en arabe, le mot Nakbe, ça veut dire un ami, un frère, le soeur, papa et maman est tué. Un Nakbe. Un Nakbe aussi s'appelle, quand on prend ta maison par exemple, c'est un Nakbe, tu es en dehors. Quand tu perds de l'argent, on dit c'est un Nakbe. Quand le bon Dieu, il te souvient parfois des mauvaises choses, on dit c'est un Nakbe. Le mot Nakbe, ça veut dire que tu perds beaucoup de choses que tu aimes. Des enfants, de l'argent, des maisons et tout ça. Ça, c'était en 48. Moi, je me rappelle, en 48, j'ai eu 5 ans. On a quitté une maison dans Jérusalem et on est rentré dans la vieille ville. Et notre famille, mon père, ma mère, 3 frères et 4 sœurs. Et en 48, on a eu une petite maison dans la vieille ville de Jérusalem et avec mes oncles aussi, on a pu prendre une chambre, je me rappelle, chaque famille. Vous êtes d'abord réfugié dans Jérusalem, dans un petit appartement ou quelque chose comme ça? Toujours, oui. Qui se trouvait à peu près... Ici, dans la vieille ville. Tu sais où c'est le Swedish Hostel? D'accord. Ça, c'est notre maison. Le Swedish Hostel, on était dedans. Espérons que ça va, mon père et mes oncles. Il y avait 4 de mes oncles qui travaillaient avec mon père en commerce. Mon père, dans ce moment-là, il a vu à la fin de 49, 48, 49, fin de 49, que c'est fini la question de retourner à la maison encore une fois. Ça veut dire qu'il doit commencer encore une fois une nouvelle vie. Un de mes oncles, il a convaincu mon père qu'il va aller en Égypte et travailler en Égypte et commencer le commerce en Égypte. Un de mes oncles, il est parti en Égypte pour recommencer le travail. D'accord. Et après, étant donné, tu sais, le frère,
il y avait 4 frères qui travaillaient ensemble la question des commerçants. Il y avait 2 frères qui s'entendaient très bien, parce que les 2 frères sont mariés avec 2 sœurs. Dans les 19... C'était avant la guerre mondiale, mon frère, mon père et mon oncle, on l'a pris en Turquie pour l'armée. Et de la Turquie, ils ont pris la fuite. Ils étaient à Aleppo. À Aleppo, ils cherchaient quelqu'un pour se loger. Et là-bas, on leur a dit qu'il y avait une famille palestinienne qui sont là, qui s'appelle la famille Alami. Alami d'ailleurs, aussi, il y a Alami comme le deuxième ici à Jérusalem. Ils étaient réfugiés chez ce monsieur-là. Ce monsieur-là, c'était un commandant dans l'armée, moi je me rappelle. Et il a eu 6 ou 7 filles. Mon père et mon oncle, ils ont choisi 2 sœurs. Ils sont revenus ici, ils ont dit à mon grand-père, regarde, on a trouvé des femmes là-bas. Et voilà, ma mère et ma tante, elle est venue d'Alep pour vivre à Jérusalem. C'est pour ça que ces 2 frères-là, ils étaient ensemble. Elle, mon oncle, il est parti en Égypte, il a commencé le travail. Et tu sais, les sœurs, ben oui, tu viens avec. Ils ont dit, oui, ça va, on va essayer. Et après, ma mère n'a pas pu rester après l'accident de mon frère. Nous, on est revenus, lui, il est resté. Il est resté en business, il est resté jusqu'à seulement une dizaine d'années en Égypte. Mon père et mon oncle sont partis en Égypte. Et malheureusement, là-bas, un de mes frères est décédé. Il a joué au football. Le football, il me semble qu'il a tombé sur le visage. Il n'y avait pas de premier secours. Il n'y avait pas même des hôpitaux peut-être qui soignaient de mon frère. Il est tombé malade et après, il est décédé. Ma mère, elle m'a dit à mon père que si moi, je ne peux plus rester au Caire. C'est fini, je dois retourner à Jérusalem. Ça, c'est un acte aussi. Nakbé en 48, les maisons du père tout ça, et après un Nakbé, comme ma mère, elle a perdu son fils. On est revenu dans la vieille ville à Jérusalem. Moi, je me rappelle à la fin de 1949, au début de cinquantaine, on est descendu sur la porte de Damas, je me rappelle très bien, et il y a mon père qui m'a porté dans les mains, on est rentré dans la ville. Presque c'était à 3h30. Il y avait presque personne dans la ville. Ça, je me rappelle de mon enfance. On est marché dans les rues, c'était libre. Il y avait presque personne. Et après, on est installé dans la vieille ville, dans une petite maison, avec une maison, une chambre, dans des cinquantaines. Et après, mon père, plus ou moins, puis-je dire que c'était un homme qui a eu la vision. Il a encore une fois commencé son commerce avec la Syrie, avec la Jordanie. Et il a commencé d'attraper le business en Wi-Fi. Et après, il a trouvé cette maison, cet hôtel, en 1949 déjà, qu'il a loué pendant quelques temps. Et c'était vide en 1950. Il y avait des Palestiniens qui étaient là. Et mon père, une petite histoire. En 18, quand General LMB il est venu à Jérusalem, il est rentré dans la vieille ville ici, sur Al-Shabaab. Étant donné, quand il était tout à fait ici, il a regardé en face où il y a maintenant un petit café, il y avait un bureau qui s'appelle Thomas & Cook. Thomas & Cook, c'est une agence de voyage qui est bien connue, parce que c'est Thomas & Cook aussi en plus qu'ils ont arrangé la visite de l'empereur Kaiser Wilhelm en 1898. Ils ont déjà été ici, ils ont un bureau. Tout de suite, quand le général LMB il a regardé en face, il a vu Thomas & Cook, il s'était arrêté, il a demandé à un des officiers qu'il aille là-bas dans son bureau pour chercher le type qui travaillait dedans pour lui voir le lendemain. Un officier, il était allé pour voir ce jeune homme-là qui travaillait ici comme garçon nettoyage et tout ça, qui travaillait dans le bureau. Parce que Thomas & Cook,
Pendant la guerre, il n'était pas là. Ni lui, ni les Anglais qui travaillaient dans le port. Le petit, il a eu peur. Le petit, il était l'ami de mon père. Et il lui a dit, je me rappelle mon père en me disant l'histoire, il m'a dit, on était jeunes et il est venu pour me dire, regarde, demain, général Allenby, je dois y aller le voir. Mon père lui a dit, pourquoi? Je ne sais pas. Tu viens avec, tu ne viens pas avec. Mon père lui a dit, tu sais, moi je vais avec, si on peut rentrer ensemble, sinon, moi je peux rester dehors. Et ça, c'était l'histoire. Mon père m'a dit, on voulait aller voir général Allenby tous les deux. Et après, l'officier m'a dit, non, seulement le type qui travaille chez Thomas Sanko. Ok. Mon père était à l'extérieur et après, le type, il est venu après une vingtaine de minutes. Souriant comme quoi. Mon père lui a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il lui a dit l'histoire, tu sais, Thomas Hancock, le grand patron, il était grand ami avec General Allenby. General Allenby. Et il lui a dit, quand tu viens à Jérusalem, et il lui a dit, quand tu rentres sur la porte de Jaffa, j'ai un petit là-bas qui travaille, seulement fais voir s'il est bien et s'il veut quelque chose. Et General Allenby était un grand copain avec Thomas Hancock. Vraiment, il a pris la parole, il a dit, mais qu'est-ce que tu veux? Il a parlé avec mon père, je me rappelle très bien, il lui a dit, tu sais, si je peux faire quelque chose pour toi, dis-le moi, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, moi rien maintenant. Il a dit, est-ce que tu as quelque chose à manger, à faire des choses et tout ça? Il lui a dit, à la maison, tu sais, il était pauvre. On lui a donné quelque chose, il lui a donné des petites choses. Et mon père, ils ont pensé les deux ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire demander de General Allenby? Après 2-3 jours, mon père a pensé avec ce petit jeune. Il a dit, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut vendre de gasoline sur Anan pour les gens pendant l'hiver. Mais on doit y avoir un permis. Pour obtenir ce permis de General Allenby, les deux étaient allés voir un officier, ils ont dit, regarde, nous, on veut vendre de gasoline pour les gens dans la ville. On doit avoir un permis et de gasoline pour donner ça. General Allenby a dit, pourquoi pas? Ils ont acheté un titane et voilà, ils ont commencé à distribuer du gasoline pour ces gens-là. Après quelques mois, les deux ensemble, ils ont pensé que pourquoi pas faire un peu plus de travail. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut vendre de la viande en boîte pour les Palestiniens. Est-ce qu'on peut demander à General Allenby de nous donner une permission de faire ce genre de travail? Et ça, c'était le cas. Et mon père et ce monsieur-là, ils ont attrapé le business ensemble, jeunes comme moi. De même, ce monsieur-là, quand mon père, ils ont commencé le grand travail, des grands magasins en dehors de la porte de Jaffa et tout ça. Et ce monsieur-là, il était aussi racheté à maison à côté de notre maison. Ils ont construit une maison à côté de notre maison, dans le Bagdad. Et pendant la guerre 48, mon père, il y avait la guerre, il y avait des bombes, et mon père cherchait son ami. Il est venu dans ce bâtiment pour chercher si son ami, il était dans la maison. Mon père, aussi en plus, il était dans le business, il avait un petit hôtel qui, lui, il m'a dit, qui s'appelait Rosemary, dans les moments quarantaine. Et mon père, il a eu quelque chose, qu'est-ce que c'est l'hôtel, l'autorité, tout ça. Quand il est venu dans l'hôtel, il y avait des réfugiés palestiniens. Je crois qu'en ce moment-là, il a eu l'idée de louer la maison du patriarcat pour payer les Palestiniens qui sont là de sortir d'ici. Et mon père avait l'idée de louer la maison. J'ai un papier,
jusqu'à maintenant, mon père, il m'a donné ce papier-là, qui disait, mon père au patriarcat, dans le 51, que comme vous le savez, moi j'ai payé beaucoup de l'argent pour faire sortir les Palestiniens, mais maintenant je n'ai pas beaucoup d'argent pour payer le loyer. Essayez que l'année prochaine et tout ça, j'ai un petit document qui dit dans cette affaire-là. Et c'est comme ça mon frère, mon père l'a dit ses maisons. Et après il a cherché son ami il était en Jordanie. Il est parti à Amman, et c'était un chrétien. Et il a fait du business en Jordanie, il est devenu un millionnaire. Il était toujours des amis avec mon papa, je me rappelle très bien, jusqu'à les 70. Toujours mon père, quand il allait en Jordanie, à Amman, et le monsieur venait avant la guerre. Amman, c'était 45 minutes de là. Et mon père me disait ces histoires-là, parce que moi, j'ai rencontré ce monsieur et j'étais jeune, j'étais de 10, 11, 12, 13 ans. Et je voyais les discussions entre ce monsieur et mon père, rigoler, des histoires, et tout ça. Et ça toujours, c'est des mémoires. Ça, c'est la question de comment on est locataire ici. Et ça veut dire ici, la loi en Israël maintenant, c'est 3 générations. Mon père, moi-même et mes enfants. Ça, c'est la loi en Israël jusqu'à maintenant, c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'on est dans cette maison-là avec tous les yeux ouverts. Déjà sur la porte de Jaffa, avec tous les problèmes, qu'est-ce qui se passe, qui va prendre la location de la porte de Jaffa. Ils sont venus ici en 48, parce qu'ils ont quitté leur maison. Oui. Et après, ils sont sortis à 49, un an seulement. Mon père leur donnait de l'argent, ils ont quitté le bâtiment. Ils ont retrouvé. Il a un contrat du 15 juillet 1949 du patriarche des orthodoxes. D'accord. Et il a donné de l'argent pour se reloger. Oui. D'accord. Et ça, c'était mon enfance. Moi, je me rappelle très bien que j'ai commencé un collège des frères ici à Jérusalem. Il y avait une collège catholique qui s'appelle le collège des frères. C'est d'ailleurs jusqu'à maintenant le collège qui est là, que mes fils ils ont aussi été dans ce collège-là. Et je me rappelle très bien le premier jour qu'on a commencé à l'école. Moi, vous savez, j'ai eu des histoires de cette école parce que je n'aimais pas l'école. Mon père, il me venait dans les bras, il me mettait à la porte de l'école, il venait m'amener l'après-midi. C'était peut-être pour quelques mois, comme tous les enfants d'ailleurs. Et après, à l'âge de 7 ans, mon père il était là et je venais chaque jour chez mon père pour prendre des tissus, pour acheter des sandwichs à midi. Et le tourisme, dans ce moment, personne ne le savait, peut-être en ville, comprend. Qu'est-ce que c'est le tourisme, l'hôtellerie comme profession, professionnelle et tout ça. C'était une maison d'héberge, comme partout dans le monde. Moi, je crois, dans ce moment-là, il y avait quelque chose qui me tenait dans l'hôtel, le travail de l'hôtel. Papa et maman, quand j'entends le bon de mon papa à la maison, ça me donne beaucoup de choses. Tu sais, il y a beaucoup de choses, papa, dans la vie personnelle, on n'en parle pas. Il y a ce 2 mots qui restent. Et ça, c'est pour moi, je peux dire le Bible, papa et maman. Enfin, étant donné que j'étais jeune, je venais chez mon père pour l'aider, pour lui donner un coup de main, pour voir ce qui se passe. Et à l'âge de 15 ans, 16 ans, j'ai lu dans le journal que le gouvernement suisse m'a envoyé un boursier, un Palestinien et Jordanien même, pour aller en Suisse pour étudier l'hôtellerie. L'hôtellerie dans ce moment-là, c'était rien. Enfin, qu'est-ce que c'est l'hôtellerie? L'hôtellerie, dans ce moment-là, dans les 50aines, c'était un sommelier, personne ça, un cuisinier. C'est pas une profession qui est vraiment honnête. Ce sont les gens qui échouent à l'école, qui n'ont pas d'acte. Peut-être dans certains pays, jusqu'à maintenant, la question de l'hôtellerie, le service,
la cuisine n'est pas aimée par les gens. Je sais très bien qu'au Maroc, c'est très bien respecté, mais ici, l'attitude des gens peut dire, voilà, le fils il doit être ingénieur ou un docteur, pour dire, mon fils il est ingénieur, mon fils il est un docteur, mais mon fils est un hôtelier ou un garçon de salle, où il a commencé, non, ça ne va pas. Étant donné que c'était très dur pour mon père. Je me rappelle très bien, j'ai été voir le consul en Jordanie, j'ai parlé avec lui, j'ai parlé la langue française très bien dans ce moment-là, et peut-être j'étais le seul qui parlait le français entre les cinquantaines qui ont fait de l'interview. J'étais jeune. Il m'a dit, mais pourquoi tu veux étudier l'hôtellerie? Mais moi, en plus, j'ai eu quelque chose que ça dit un hôtel. Peut-être les autres, ils n'ont jamais été dans un hôtel, ils n'ont rien à faire avec un hôtel, et c'est pour ça que j'ai eu la chance d'être choisi. Comme boursier, j'étais allé en Suisse, 2 ans à des cours professionnels de cuisine et de service. Et je me rappelle la première semaine, mais j'ai pleuré. Et j'ai pleuré. Vous savez, fils à papa, de venir en Suisse, dans un montagne, je ne sais pas où, de voir des vaches le matin, ling, 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 avec tout ça. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Papa, maman, il n'a pas d'âge, tu sais. Et j'ai pleuré. Et j'ai pleuré vraiment. C'était dur pour moi. Mais j'ai dit, ça va. Et il y avait des amis. Et on m'a encouragé, tout ça. Et ça a été bien passé. Et j'ai terminé mes études en Suisse. Et je suis retourné ici à Jérusalem. Vous savez, il y avait en 66, c'était. Et en 67, c'était la guerre de ce jour. C'était un drame, c'était aussi un âme. Et je me rappelle très bien, histoire personnelle, mon père était paralysé à la maison en 67, pendant la guerre de 67. Et mon frère aîné, il était un peu loin, il habitait un peu loin. J'étais le seul avec papa. Et après, on a commencé d'entendre les mauvaises nouvelles, de voilà. En 3 heures, les Israéliens ont occupé, ils ont fait le Sénat, et on a vu déjà les tanks qui arrivaient. Mon père, il m'a dit, Walid, tu sais, parce que presque tous les voisins, nos voisins, pas tous, mais il y a beaucoup de gens qui ont pris la fuite en Jordanie. Ils ont pris leur voiture, et voilà, ils ont pris la fuite en Jordanie parce qu'ils ont peur que ça va être des drames, que ce sera une guerre, et c'était Nasser, c'était le diable, ils voulaient jeter les Israéliens, les Juifs dans la mer. Vous savez, c'était dur. Moi, étant donné que j'ai eu 23, 24 ans, dans ce moment-là, je pense bien que ça n'avait pas beaucoup de choses de politique dans ce moment. La politique, c'était pour les hommager, comme mon père. Mais nous, les jeunes, on n'a pas été mêlés dans des affaires politiques comme aujourd'hui. Ça va, Israël, elle est là, c'est notre ennemi, ils ont pris nos maisons, nos terrains, ça va, mais un peu. Pas plus que ça. Je me rappelle très bien, mon père était au balcon, il m'a appelé, et maman, elle était là. Il m'a dit, Walid, tu peux t'enfuir si tu veux. Papa et maman, il a dit, nous, on a eu notre fille. Toi, tu es jeune. Et la voiture est en dehors, tu fais comme les autres. Et tu t'en vas. Ma soeur aînée, elle était en Jordanie. Elle m'a dit, tu vas aller chez ta sœur. Et maintenant, tu as le diplôme. Tu peux te commencer ta vie. Et moi, j'ai fait le NACP une fois. Et je ne vais pas le faire une deuxième fois.
C'était très dur. C'était très dur. Les parents, papa, pas le lycée, maman, de leur quitter. Et je dis non. Et je suis resté. J'ai bien fait. Et c'est pour ça, jusqu'à maintenant, j'ai été souvenirs de papa. Pourquoi je viens te dire que je suis sorti. C'était un trésor. C'était pas facile. Mais c'était dur de commencer encore une fois avec rien. Et moi j'ai pensé à ce monsieur-là parce que c'est pas nous. Peut-être qu'il y a de l'argent, peut-être qu'il a des choses, peut-être. Et très spécialement, je suis venu à l'hôtel pour prendre cette boîte-là pour donner à ce monsieur. Je suis venu, il y avait la règle de tout autour de l'hôtel. Et heureusement, il y avait un type qui parlait le français, je parlais avec lui. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, ça c'est hôtel, ça m'appartient à mon papa. Et je veux rentrer seulement dedans pour 5 minutes pour prendre quelque chose. Et il m'a dit, attends. Je lui dis qu'il y a un couvre-feu dans une heure, il m'a dit, attends. Après 10 minutes, il est venu m'amener ici dans l'hôtel. J'ai rencontré un type qui a pris des vêtements kaki. Il m'a dit, qui est toi, en couleur de... J'ai dit, je suis le fils de propriétaire. Ah, il m'a dit, ça c'est votre père avec Abdel Nasser. J'ai une photo ici, qui c'était dans l'hôtel, mon père avec Abdel Nasser c'était le tien. Moi j'ai commencé à pleurer. Je dis, oui, c'est mon père, c'est papa. Elle m'a dit, ça veut dire, il est avec Nasser, elle doit tourner. Ça c'est papa. Qu'est-ce que tu veux? Je lui dis, je suis venu très spécialement pour prendre quelque chose qui, ça m'appartient. C'est pas nous. Peut-être quelque chose, des meubles, ça va. Il m'a dit quoi? J'ai eu la clé de la coffre. Et je lui dis, bon, d'accord, je peux ouvrir le coffre et je peux prendre la boîte. Il m'a dit, à qui ça appartient cette boîte-là? Je dis, c'est pour un ami à nous, un Arménien. Il m'a dit, où il est? Je lui dis, tu habites à côté. Il m'a dit, allez-y, appelle-lui et viens. J'étais tout de suite chercher le monsieur Saladja, qui a habité 5 minutes de là. On est revenu encore une fois, et le temps qui passe, moi je regarde, je dis, voilà comment je vais marcher encore 7 km pour aller à la maison. Et ils ont déjà commencé de ramasser les Palestiniens qui ne sont pas dans leur maison. On est venu ici, j'ouvre le coffre, et voilà, je donne cette boîte-là, ce monsieur-là, il a dit pour notre ami, ouvre la boîte. Il ouvre, il y avait des bijoux. Et il a dit, est-ce que c'est à toi? Il a dit oui. Est-ce que tu veux voir s'il te manque quelque chose? Non, il a dit comme ça. Il ne me manque rien dans cette boîte-là, ça c'est comme mon fils. Et voilà, il ferme la boîte, moi je ferme la coffre et je veux descendre avec lui. Il m'a dit, toi tu restes. J'ai eu des larmes dans les yeux, moi je reste. Photo de papa Abdel Nasser. Elle est ici. Elle était au mur, je rappelle, on l'a mis par terre. Et j'ai dit, mais ça va, quelle histoire. Il y a le type, un type qui a passé, il y avait du monde, je me rappelle, de l'armée qui descend, je ne sais pas quoi. Et j'ai dit, je vais aller à la maison. Et après, le monsieur, après une bonne demi-heure, il est venu. Il m'a dit, maintenant, tu vas aller avec ce monsieur-là. Avec un de ces types militaires. Tout de suite, tu sais, je dis, des yeux dans la larme, je crois vraiment, il y a peu de jours que je pleurais, mais ça c'était, je crois, que des jours que je pleurais. Je me rappelle. Et on descend.
descendant les escaliers, j'ai dit, oh oui, pardon, prison. Il me met dans le jeep et il me dit, tu habites où? J'ai dit, j'habite 7 km de là. Il m'a dit, d'accord, tu veux me dire comment je peux y aller. Et j'étais dans le jeep. Et il m'a amené à la maison. Et je lui dis mille merci. Et avant de sortir de son voiture, de son petit jeep, il ouvre un petit coffre. Il y avait 6 caisses de fruits et du pain et des choses à manger, des légumes. J'ai dit, pour qui ça? Pourquoi? Il m'a dit, l'officier. Je lui dis, quel officier? Il m'a dit, d'accord, prends ça et pars comme ça, avec la main. Maman, papa, j'ai les voisins, on a mangé, parce que peut-être 3-4 jours, on n'a pas mangé. Et je suis retourné après 3 jours à l'hôtel, je n'ai pas vu ce monsieur-là pour le remercier. Le lendemain, c'était très difficile, et il n'y avait pas de transportation, on voulait marcher, c'était bloqué. C'est seulement après 3-4 jours que je suis venu pour lui dire bonjour, merci, c'est tout. Je suis venu à l'hôtel et je voyais que ce monsieur-là n'existe pas. Il est parti. Ils ont fait l'autobahn en 67, il est venu dans la ville. C'était un type, je ne sais pas de quel en militaire, mais il est parti. L'année, ils ont resté 6 mois ici. Seulement après, peut-être 6 ou 7 mois, oui, j'étais à la maison. Et voilà la porte qui sonne, enfin le sonner, et ma mère qui crie Walid, 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 je viens, et je trouve un monsieur en plein uniforme, en plein des choses. Je regarde comme ça, mais qui c'est monsieur-là? Et lui, il m'a donné un petit souvenir, je ne connais pas ce monsieur. Et après ça, quand il a commencé à parler, j'ai su que lui, il était le type qui était en charge ici, dans le quartier. On est rentré à la maison. Mon père était paralysé au balcon. Ils ont parlé ensemble. Mon père, il a pris une cigarette, je me rappelle, dans la main. Et l'officier, il a dit, tu sais, je suis venu ici seulement, d'abord, pour voir qui est le père de ce jeune homme. Parce que moi, j'ai un gosse de 12 ans à la maison. Et j'espère un jour que mon gosse sera honnêtement le vôtre. C'est pour ça, moi, je suis venu ici seulement pour vous voir et pour vous regarder. Ça, c'était le moment vraiment qu'on a eu un petit café ensemble. Ça, c'est l'histoire de 67. Et la guerre, ici, sur le nec, comment on dit encore, le nec. Et après, les Israéliens, ils ont quitté la maison. Et on a été vraiment mauvaisement, enfin, c'était policier, l'armée, tout ça. Et mon frère, l'aîné, il a 25 ans. C'était une grande différence entre lui-même et moi-même, 25 ans de différence. C'était comme un autre papa. Papa était toujours paralysé à la maison. Et mon père, il est décédé en 71, ma mère aussi en plus. Et ça, c'était vraiment. Puis-je dire les jours tristes de ma vie? Et enfin, j'étais avec mon frère ici, puis on a commencé pour attraper le business encore une fois. Et je me rappelle en 73, vous savez, la question de Arafat et la commencé, les gens parlaient des choses nationalistes, de prendre d'aller avec Arafat ou non, des Palestiniens. Et ils voulaient, on devait trouver une solution, parce que l'occupation, on n'accepte pas. C'était vraiment
des jours très durs dans ce moment. Et chacun devait travailler pour sortir des Israéliens et être contre l'occupation. Et en 1973, j'ai eu un coup de téléphone du directeur de vol du Collège des Frères à Jérusalem, frère Jean-Manuel. Et il y avait un autre Palestinien qui m'a parlé, il m'a dit, Walid, le délégué apostolique, ces gens-là, avec le Collège des Frères ensemble, ils vont commencer de lancer une université avec elle. Et ils ont pensé de mettre un des cours de séance d'autologie. Étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de professionnels, est-ce que tu peux venir pour voir et parler comment on peut faire cela? C'était à cause d'un grand problème. Moi, j'ai cru que le Vatican, ils ont eu un succès. C'était la question d'immigration des chrétiens à Bethléem, déjà à Jérusalem, etc. Parce que quand le jeune départ, ça veut dire que toute famille va partir. Il y avait déjà à notre université à Birsé, seulement pendant l'université, pendant 2 ans, c'est tout. Puis, j'ai dit pourquoi pas l'éducation, moi je peux me lancer ça si je peux faire quelque chose pour ça. Et j'ai commencé en 1973, et c'était ma vie. C'était pas seulement pour établir seulement des cours de l'hôtellerie et des agences de voyage, mais en plus c'était l'université. On a commencé en 3 classes dans une collège de frères à Bethléem. Il y avait 400 étudiants qui couraient dans le cours chaque jour, et on avait le délégué apostolique. Il a dit, qui vivra verra, on commence, si ça va marcher, on marche. Si on a assez de moyens, on va marcher. En 1973, même il y avait eu la guerre, c'était pire. On a eu 3 Américains qui sont venus comme administrateurs, des frères aussi, du collège de frères, et de Californie. Et on a commencé, voilà, avec 60 étudiants, avec un science, avec 3 classes, avec 1000 part-timers, avec tout ça. En espérant que ça va être une université. Et pour moi, ça c'était mon bébé. Depuis le 73, j'ai quitté l'université en 1998. C'était ma vie, c'était 15 heures, et parfois 18 heures par jour. C'était l'occupation, c'était dur. C'était très dur de faire des affaires avec les étudiants, l'administration, tout ça. Moi, je donnais, puis-je dire, moitié de ma vie pour la question de l'éducation. Et maintenant, grâce à Dieu, jusqu'à maintenant, on a à peu près 15 universités en Cisjordanie et Gaza. La seule université qui a un cours d'administration, de l'hôtellerie, agence de voyage et guide, c'est l'université de Bethléem. Ça veut dire que je sais quelque chose pour eux. Ça, c'était vraiment ma vie. Et moi, je donnais, je crois, aux Palestiniens tout ce que je peux dans l'éducation, de l'hôtellerie et dans le domaine que quand on a commencé en 1973, il y avait 0% des filles dans le cours. On disait que voilà, qu'est-ce qu'une fille doit faire dans une bonne d'appel l'hôtellerie, les appels dans les sciences des gens, dans les choses, c'est un modèle, quoi, ça soit. Quand j'ai quitté l'université, c'était 70% c'était des filles. Ça veut dire on a fait quelque chose, ça veut dire on a avancé quelque chose. Et grâce à Dieu, jusqu'à maintenant, des cours qui marchent. Et voilà, c'est dur, mais enfin, ça c'est grâce au Vatican, je peux dire, et leur vision d'aider le peuple palestinien. Et je crois qu'il y avait un grand succès dans ce domaine. Maintenant, il y a même 2000 étudiants, 2500 étudiants à l'université, on a 400 professeurs. C'est une université qui est très respectée.
abandonné maintenant avec tout ce blocage de Bethléem, Jérusalem, tout ça c'est un peu difficile, mais ça va jusqu'à maintenant, ça va mieux. Parce que tu sais, c'est seulement avec l'éducation qu'on peut changer les choses. Quand je parlais avec beaucoup des Israéliens, que c'est seulement avec l'éducation qu'on peut changer les choses. L'occupation jusqu'à maintenant, c'est 40 ans qui est passé, c'est rien fait. Et parce qu'on n'a pas des gens avec vision. Moi je dis, jusqu'à maintenant, on n'a pas des leaders qui font l'histoire. Il y a des gens qui lisent l'histoire maintenant, tout le monde qui lit l'histoire. On a besoin de quelqu'un qui fait l'histoire, qui dit voilà d'ici, on va faire une stratégie que dans 25 ans, voilà, on va faire 1, 2, 3 des écoles palestiniennes, des écoles israéliennes ensemble, on va faire ça. Moi je vois de plus en plus, on voit le gars. Je vois dans mon âge, je vois le rapprochement, ça n'existe pas, les services, c'est double standard, c'est tout à fait autre chose, les Israéliens que les Palestiniens, mais moi, puis-je dire seulement il y a une chose. J'étais vieux dans l'hôpital plusieurs fois, je l'ai visité peut-être 3-4 fois pendant ma vie. C'est la seule place où j'ai vu vraiment le Palestinien et les Israéliens à côté, ils sont des amis. On devient des amis dans l'hôpital, après c'est tout. Mais autre, quand on sort de l'hôpital, c'est fini. Mais dedans, c'est vrai. Moi, je peux dire que voilà, vraiment, c'est le bon souvenir d'avoir des ennemis avec toi, dans les mêmes choses. Lui, il n'a pas peur de toi, et toi, tu n'as pas peur de lui. Et il dort tranquillement, étant donné que ça ne vaut rien dire, tu sais. Mais voilà, malheureusement, ça c'est le cas. Puis-je dire malheureusement, étant donné que moi, je vois qu'il n'y a pas de solution, les Israéliens, les Palestiniens ici, ils doivent vivre ensemble. Moi, je ne vois pas l'alerte des extrémistes, des Israéliens qui pensent de jeter les Palestiniens en dehors de ce pays, et vice-versa. Moi, je suis contre les gens qui disent Israël n'existe pas. On doit y avoir des choses qui tiennent un peu de courage et d'être honnête. Et malheureusement, maintenant, les politiciens ne sont pas honnêtes. Qui disent, voilà, ça c'est la vérité. On a 200 000 Palestiniens qui sont maintenant à Jérusalem. On a encore 2-3 millions qui sont en Cisjordanie. On ne peut pas enlever tous ces Palestiniens de ces territoires, les envoyer. Je dis, c'est un wishful thinking pour des extrémistes en Israël. Je crois que, mais moi je sais très bien que le bon Dieu n'est pas réaliste. Jamais il travaille dans une maison, il peut dire qu'avant 2000 ans c'était à nous, et avant 4000 ans, et après 1500. Vous savez, c'est apparemment d'Israël, ça c'est l'histoire. Maintenant on est là, et je crois qu'il y a assez de place pour tout le monde. Des Israéliens et des Palestiniens qui vivent ensemble, après c'est tout. Et je crois, toujours ça doit commencer avec les jeunes. Parce que maintenant, moi je vois que la mère palestinienne, elle donne du lait pour son petit gosse, mais le lait, c'est pas seulement du lait cristal, mais c'est avec du lait, avec la haine. Et c'est très mauvais ça. Parce que le petit, là, maintenant, il ne sait pas, mais à l'âge de 5-6 ans, il commence à ouvrir les yeux, l'occupation, les juifs, les histoires, je ne sais pas. C'est dur. Moi, je crois qu'il faut avoir un homme d'État maintenant en Israël qui dit assez, c'est assez, on doit régler les affaires. On nous dit en 2000 ans, 3000 ans, l'histoire, je ne sais pas si elle existe ou elle n'existe pas. Les Palestiniens, ils sont là, ils ont le droit de vivre comme nous. Viens, on va s'arranger avec ces gens-là. Et il y a toujours de l'espace pour tout le monde. Malheureusement, on ne voit pas un type pareil, un homme d'État en Israël qui est prêt de faire la paix. Je sais très bien que la paix, ce n'est pas facile bien pour les Israéliens, c'est très dur, parce que la communauté s'est déconstruite comme ça depuis 50 ans de la guerre, les fusils, l'abonnement à la maison, les Klishnikov, l'armée obligatoire, tout ça, c'est dans leur sang, on ne peut pas ignorer ça. Et il y en a à peu près 1 demi-million de soldats, on peut dire comme ça, tu le trouves, mais
C'est pas facile de dire pour ces gens-là maintenant tu vas aller faire des vacances. On doit trouver du travail, l'économie ça va tourner, c'est l'intérêt des Américains, s'ils le veulent les Israéliens pour faire quelque chose de moche, quelque part c'est les Israéliens, c'est le mauvais sky comme on dit. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui tiennent à ça. Moi je vois que c'est très dur même avec les Israéliens de dire voilà, si moi je donne les Israéliens maintenant tout ce qu'ils veulent, c'est pas facile pour eux. On dit voilà, moi je suis prêt de faire tout ce que vous voulez. Il y a en paix et maintenant laisser des armes. Il ne peut pas, il y a quelque chose dedans. Ça va commencer des générations pour enlever tous ces ornements, et enlever dans la tête et tout ça, pour changer l'esprit. Et maintenant, malheureusement, les Israéliens, comme ils marchent, comme ils voient, comme ils travaillent, il y a quelque chose dedans. Non, eux, voilà, les Palestiniens, et maintenant, en plus, la question du terrorisme. Moi, je vois que c'est pas facile. C'est pas facile même, on dit pour les Israéliens. Ça veut dire, c'est pour ça qu'on doit arranger, ça doit prendre beaucoup de temps, vraiment, que les Israéliens, ils acceptent de dire, voilà, c'est fini la question, on doit terminer d'abord. Parce que si on ne termine pas avec la cause palestinienne, je ne crois pas que les Israéliens peuvent aller n'importe où, faire n'importe quel genre de pays avec le monde arabe. Le procès c'est l'accord palestinien. Si cette affaire-là s'est faite, ça veut dire maintenant avec le monde arabe, tu n'auras pas de problème. C'est pas facile, c'est pour ça moi je crois que ça doit être arrangé et on doit y avoir un bon leader pour dire voilà, assez c'est assez, ça va prendre minimum 1 ou 2 générations et c'est comme ça on arrête. Tu sais, notre famille de Tajani, on est là depuis 7 siècles en Palestine. Tu t'imagines qu'est-ce que ça veut dire 7 siècles en Palestine. Et quand on dit 7 siècles, ça veut dire on a les grâces sources là, on est là, l'histoire, l'amour du pays. Et moi je me rappelle que quand j'étais jeune, mon père me parlait de Nakba. Toujours. Il m'a dit qu'on a perdu nos maisons, tout ça, espérons qu'un jour il pourra être. Moi, je me rappelle aussi, mon père m'a parlé des amis juifs, parce que dans les vingtaines, 19, 20 et 25, mon père était dans la ville de Jérusalem. Et à côté de lui, il y avait un commerçant juif. Et ce commerçant juif, il a eu des enfants. Et les deux, mon père, moi je ne savais pas ce que ça veut dire un juif. Parce que je me rappelle quand j'étais jeune, après 48, mais mon père me racontait que voilà, qu'ils ont beaucoup des amis, que la vie était bien, que c'était... Il m'a parlé des choses jusqu'à maintenant. Après la guerre de 67, un vieillard, il est venu pour voir mon père. Et j'ai amené ce monsieur-là chez mon père. Mon père était malade. Et ce monsieur, il a eu un fils qui est un avocat. Et je me rappelle très bien, en parlant, comme mon père, il a donné du sang pour ce monsieur juif dans les toits. Il était malade. Vous savez, moi, mon père, jamais je me rappelle en me disant que eux, avant le 48, ils vivaient des mauvais moments avec les Juifs. Non. Ils faisaient le business ensemble, c'était des partenaires, c'était des bons termes. Ça, c'est mon père qui toujours m'a parlé des choses, je me rappelle. De son souvenir d'ailleurs. C'était seulement après la guerre de 48 que c'était la question de haine.
la question de Palestine, il est plus. Mais mon père, avant, non. Je me rappelle très bien qu'il s'entendait très bien avec les Juifs. Et vous habitiez à quel endroit exactement? nous, on habitait dans une place qui s'appelle Bakratah, à 5 minutes de la porte de Jaffa. Exactement 5 minutes à côté du German Colony. Jusqu'à maintenant, dans le quartier, il y a 14 maisons pour notre famille. Jusqu'à maintenant, les maisons, ils sont là, les pierres, ils sont là. Il y en a des Juifs dedans, des Israéliens dedans, mais nos maisons, elles sont là. C'était dans Jérusalem ou un petit village? Non, tout à fait en plein centre de Jérusalem. C'était un des meilleurs quartiers. C'est 5 minutes sur la porte de Jaffa. Les maisons, elles sont là d'ailleurs. Tout était là, mais on ne peut pas rentrer. De temps en temps, on fait des visites chez des cousins, chez des amis qui vont faire des souvenirs. On peut aller voir des maisons de l'extérieur seulement. On peut voir des maisons de l'extérieur seulement. Mais c'est perdu. Étant donné, le monde, aujourd'hui, quand on passe pour un réfugié, il voit un réfugié, c'est un type qui est sous un petit tente comme ça, il est toujours là. Moi, je suis un réfugié. Moi, mon père, il a attrapé le business. Mais moi, je suis un réfugié. On a tout perdu. Tout perdu. On est sorti en 48 sans rien. Pas un seul sou sur nous. Non, c'était très dur. Avant 48, il n'y avait pas eu de tentative de groupe extrémiste juif je me rappelle, dans le coin ou dans la je ne région? me rappelle pas. Mon père, si je me souviens, il y avait de Haganah et des choses là. Moi, vraiment avant la guerre, pendant la guerre, jusqu'à le 67, on n'en parlait pas beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup d'intérêt comme on le voit maintenant avec les jeunes. À l'âge maintenant, les jeunes ici commencent à penser à parler à l'âge de 7-8 ans. Et il me parlait des Haganah, de Stern et tout ça. Pour moi, c'était commencé seulement dès la guerre. L'hôtel King David s'était détruit en 1944. Les histoires maintenant qui viennent, je dis, maintenant je commence et je sais ce que ça veut dire. On a commencé à lire l'histoire un peu plus en détail. Avant, c'était pas le cas. Nous, on n'était pas prêts pour la guerre. Puis-je dire honnêtement, on n'était pas prêts. Il n'y avait pas des combattants. En 1965, il n'y avait pas des combattants. Il n'y avait pas une guerre. C'était tout à fait à court, oui, une guerre et tout ça. Mais nous, on n'a pas ça. En 48? En 67. Je me rappelle 67 en 68. D'accord. Le 48, le 9, je ne me rappelle pas beaucoup de choses. Je sais qu'avant une quinzaine d'années, il y a un monsieur qui est venu, il m'a dit, je veux t'amener avec moi chez ma cousine qui habite à côté de ta maison. J'ai dit, quelle maison? Je lui ai dit, la maison que tu étais né. C'est une Palestinienne de famille Namali qui est restée là. Elle n'a pas quitté la maison pendant la guerre de 48. On est rentré chez elle dans la maison. Et ce monsieur-là, il a dit à cette dame-là, un peu âgée, regarde si tu connais ce monsieur-là. Elle m'a regardé, elle m'a dit, parle, parce que peut-être avec la voix, je peux dire. Après 5 minutes, il me dit, toi, tu es le fils de Dr Mahmoud Dajani. Dr Mahmoud Dajani, c'est mon nom. Je lui dis non, c'est pas Mahmoud, c'est Mohammed. Le docteur, c'est mon nom. Viens, je vais te dire une bonne histoire. Elle m'a dit, tu sais, pendant la guerre de 48, il y avait des bombardements. Ils ont commencé et ton père, il est venu pour me voir. Il m'a dit, Yallah, on va partir de là parce que peut-être ce soir, ça sera trop dangereux pour toi et on va quitter. Elle lui a dit, tu sais, à Mohammed, je vais terminer mes affaires, j'attends mes enfants qui viennent, je vais ramasser mes enfants et je vais venir dans la ville avec. Et elle me demandait, papa, si il a quelque chose à manger dans la main.
Il a vu qu'il a des sacs. Elle voulait préparer des sandwichs pour les enfants. Et papa lui a donné un demi-kilo de viande qu'il avait sur lui. Et cette dame-là, maintenant, elle m'a dit, je vais te donner le prix de ce demi-kilo de viande parce que papa, elle m'a donné ce demi-kilo. Ça, c'était l'histoire que je me rappelle très bien. Et elle est restée. Elle n'a pas quitté la maison. C'est un des seules, vraiment, familles qui ont pu rester dans la maison, le quartier Ba'ata, à côté du Jordan. Mais tous les Palestiniens sont quittés, en espérant qu'ils vont retourner un jour. Et maintenant, ce jour-là, on attend 2 jours. Mais ça ne marche pas. Ça peut-être. Tu sais, l'histoire s'est changée vraiment. C'est fini. Maintenant, on prend des choses comme ils sont. La question des réfugiés palestiniens doit être réglée. Moi, je pense que si l'argent qui est dépensé dans les conférences et dans les hôtels première classe de cause palestiniens, on a pu construire 10 Palestines. Et malheureusement, les gens gaspillent, l'argent gaspillé comme ça. Et on en parle aux télévisions, on fait des livres, et on analyse, et voilà, les gens, ils sont là. Et rien ne bouge. Je crois qu'un jour, ce problème, ça va être réglé, sinon, il n'y aura jamais la paix. Toutes les personnes de votre famille qui sont en Jordanie, est-ce qu'elles se considèrent comme réfugiés palestiniens, comme jordaniens, Nous, normalement, ils sont considérés comme réfugiés palestiniens jusqu'à maintenant. Oui. Mais eux-mêmes, oui, dans le cœur, ce sont des réfugiés. Ils ne peuvent pas venir, c'est très dur. Même pour visiter, c'est très dur. Non, ce sont des réfugiés. Ça. Oui, et dans les enfants et tout ça, même étant donné qu'ils sont établis maintenant en Jordanie, ils sont en passeport jordanien et tout ça. Mais non, vraiment, ça c'est. Ce sont des réfugiés. Vous savez, moi je ne me rappelle pas de mon identité vraiment palestinienne jusqu'à maintenant. J'ai l'âge de 63 ans, d'être honnêtement. Je n'ai jamais vu un passeport palestinien de ma vie. J'ai jamais été un Palestinien qui. J'ai jamais vu ou vécu dans ma vie peut-être un football palestinien. C'est seulement maintenant, dans ces 5 ans, je ne sais pas quand. Mais jamais. Il y a quelque chose dedans, en soi-même, qui nous manque. Quand on parle en soi-même, vraiment, il nous manque depuis le matin. Qui est un Palestinien et tout ça, c'est dur, vraiment. C'est pas facile. Il ne faut pas être honnête. Moi, je dis, mais maintenant, sans identité palestinienne, c'est dur de vivre, c'est dur. Il faut avoir une identité palestinienne. On ne peut pas seulement avoir maintenant une carte d'identité. Un permis de séjour ici à Jérusalem, ça ne suffit pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on a maintenant? C'est un permis de séjour. Et je ne crois pas, ça c'est humain. Personne n'accepte un permis de séjour, de vivre dans un pays, être né ici. On est la famille depuis 7 siècles et maintenant on te donne un permis de séjour. Personne n'accepte ça. Tout ce que tu veux dans la politique moderne, l'histoire et tout ça, personne n'accepte. Personne n'accepte. On ne l'accepte pas. Jusqu'à maintenant, d'avoir un permis de séjour ici à Jérusalem. Non, ça ne marche pas. Et en plus, maintenant, on se mire autour de Jérusalem, de pire en pire. On parle de sécurité. Je ne vois pas que ça va tenir de sécurité. Je ne sais pas. Mais la question de murs, ça maintenant, dans nos jours, on enlève les murs, on ne met pas les murs. Et malheureusement, les Israéliens, ils ont fait à peu près 800 km de murs autour, pas seulement Jérusalem, mais aussi Jordanie. Et ça, c'est moche. Ça, c'est moche pour eux. Ça, c'est moche pour les générations israéliennes. Moi, je vois que dans 20 ans, je ne sais pas, je pense que les Israéliens, la génération, ils ne veulent pas accepter. Qu'est-ce qui se passe maintenant? D'ailleurs, moi, je vois une grande différence entre des Israéliens comme Israéliens en 67 et maintenant.
aujourd'hui, je vois la grande différence entre les jeunes en 67 et les jeunes maintenant. Il y a une grande différence. Dans 20 ans, il y aura beaucoup de différences parce qu'il y a des nouvelles générations qui vont venir et l'intérêt pour eux, je ne sais pas. Peut-être qu'ils vont penser que leurs parents, ils ont mal fait la question des murs, étant donné de négocier avec les Palestiniens, c'est mille fois mieux de mettre l'argent et le béton et de séparer les sœurs et les frères, séparer les maisons. Je vois vraiment. Pour eux, c'est la question de sécurité. Moi, je ne vois pas, non. Vraiment, c'est un peu dur. Oui. C'est seulement pour prendre un peu plus de terrain pour avoir le Promised Land. Je ne sais pas, eux, ils pensent, est-ce qu'ils pensent ici jusqu'à le Fora? Je ne sais pas si ça c'est un rêve. On ne parle pas d'un rêve. Mais vraiment de prendre plus de terrain en plus chaque jour, moi je crois que ça c'est pas humain. C'est pas humain. Nous, on est humains, on doit avoir des espaces avec nous dans la vie quotidienne. La vie quotidienne ici, c'est double standard. Je vois les services qu'on donne pour les Israéliens, et moi je vois les services que moi je prends à la maison. Je paye les mêmes taxes comme les Israéliens. Moi j'ai zéro service. J'ai zéro. J'ai rien à faire. Mais c'est comme ça parfois. Tu sais, il y a un proverbe qui dit en arabe, on n'entend pas une personne qui est morte. Nous, les Palestiniens ici, je crois, quand je parle avec mes amis, on est juste un numéro. On ne vit pas la vie quotidienne normale. Non, pas du tout. On vit le matin, on se réveille le matin, parce que le bon Dieu, voilà l'espace de cœur qui va, mais c'est pas vie. Non, on n'accepte pas ça, cette vie. Ça, c'est l'humiliation pour nous. Vraiment l'humiliation. Dans tous les moyens, dans toute la vie, c'est l'humiliation. C'est rien que ça. C'est rien que ça. Et moi, j'espère qu'un jour, ils vont changer. Et ils n'ont pas changé pendant 40 ans. La question, est-ce qu'ils veulent changer? On ne sait pas. C'est pas des cas personnels. Si tu es de gauche ou tu es de droite, c'est la même chose. Mais ce n'est pas eux qui prennent les décisions. Il y a des autres gens qui prennent ces décisions-là pendant la guerre ou la paix. Moi, je crois que ce n'est pas le Premier ministre, ni le chef d'État ici en Israël ne prend ces décisions. Cette décision est prise par des gens qui ont mis une stratégie pour l'État israélien jusqu'à l'an 2050. Impossible. Oui, c'est tout ce qu'on pense. Tout ce qu'on lit, tout ce qu'on analyse, c'est faux. Parce qu'on entend des gens qui n'ont pas le pouvoir. Si tu veux avoir quelque chose de concret, tu dois y aller acheter les tomates du légumier. Impossible. Et là-bas, tu entends tout ce que tu veux. Et ça, on n'a pas à l'accepter. Pas beaucoup de monde ils ont accepté. Seulement un dernier mot, vraiment de remerciement pour tous les gens qui sont venus ici, en Palestine et en Israël, pour voir la vérité. Vraiment, j'ai beaucoup de sympa pour les jeunes, les vieilles, les vieux qui sont là et qui s'intéressent pour la cause de la paix. Parce que je n'ai jamais entendu un Français qui est venu là pour dire non, on ne veut pas les Israéliens ici chez vous, ni j'ai entendu un Français qui dise seulement non, on va jeter les Israéliens par la mer. Ces gens-là, ils viennent, ils voient les choses, comment ils vont rentrer chez eux. Pour pas dire aux gens que voilà, les Palestiniens, ce sont des êtres humains. C'est vrai, il y a des terroristes musulmans, mais l'islam, ce n'est pas un acte de terrorisme. C'est tout. Moi, je dis encore une fois, mille merci pour tout le monde, mille merci pour le support. Et toujours, je peux dire, il y a toujours une petite maison, quoi que ce soit, pour les gens qui vont venir ici chez moi. Étant donné c'est un petit établissement, et que tout le monde soit vraiment, soyez le bienvenu, comme on dit en français. Et en plus, tu sais, je vais terminer, que j'ai aussi un fan académique toujours dans le cœur qui compte sur moi
Et j'ai une médaille en plus, et ça veut dire pour moi, il y a beaucoup de choses. Merci et à la prochaine. Et à bientôt. Merci.